Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Bonjour. Comment allez-vous, messieurs ? Il fait beau. C'est une non-réponse, hein. Ça va. Ça va. Ça va aussi. Tirer du lit pour le podcast, quand même, faut le dire. Hein. Exactement. Non, Un jour dis bien les choses. Tirer du lit le 1er mai. Ouais. 1er mai qui est officiellement le réel vrai jour férié en France. Ouais. Ouais. Et ça questionne sur... je pense qu'on avait parlé de la place du travail dans nos vies. Oui. Si on considère que ça, c'est un travail, je ne sais pas si c'en est un, mais... C'en est un. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce jour où aucun de nous ne fout rien pour foutre ? Ouais. Voilà. Donc, bon, faut réfléchir à ça. On redéfinira la notion de confort dans un épisode ultérieur. Après, il fait beau, on est tous Qu'est-ce en qu'on short. fout, là? Il y a le ciel bleu, la pelouse, le jardin, le barbecue en préparation, ça va. Là. Les chemises ne sont pas entièrement boutonnées, les lunettes de soleil sont mises à l'intérieur du studio. Voilà, on est là pour en découdre. Tout le monde est en short. Tout le monde est en short. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on se demande encore qu'est-ce qu'on fout à souffrir ici. Non, ça suscite de vraies questions. Hein. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ici ? Ouais. Pourquoi on a choisi ce comment ? Bon les gars, aujourd'hui on va avoir encore quelques petites questions puisque c'est vrai qu'on en a suggéré pas mal. Enfin, Sergio en a fait suggérer pas mal à Sergio, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, tu l'as quand même fait bosser. Hein. Ouais. Et du coup on en a plein dans le tiroir. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on allait timer un peu les réponses. Donc on va se fixer pour l'instant une petite règle de 15 minutes par question. Et puis on voit comment ça s'articule. Ouais, histoire de donner un peu de rythme. Exactement. Ça va nous mettre la pression, la gestion du temps. Ok, donc je balance première question et puis je lance le chrono directement. Vous êtes prêts ? Les gens qui n'aiment pas être à l'aise, toujours en train de se mettre des contraintes. Ouais, contrainte sur contrainte. Allez, au hasard. Vivre avec plusieurs casquettes. Peut-on être artiste, entrepreneur, salarié, parent, etc. sans se perdre ? Est-ce que ça vous parle ? Oui. Ouais, quand même. En fait, j'ai vu la question tout à l'heure, mais je ne l'avais pas lu jusqu'au bout. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Le sans se perdre, il est important. Sans se perdre, ouais. Ah bah, j'avais pas vu non plus quand tu l'as envoyé. Est-ce qu'on peut, je pense, est-ce que c'est facile ? Certainement pas. Ouais. D'ailleurs, quand on parlait de la question il y a quelques minutes, pour moi, c'était déjà, si on se pose et qu'il faut définir toutes les casquettes, ça demande un peu de réflexion. Et en fonction des jours et en fonction de l'activité sur laquelle tu es en ce moment, je pense que la réponse varie aussi. Ouais. Donc, j'ai pas envie de faire ça en premier. Est-ce que l'un d'entre vous peut se lancer et lister toutes les casquettes qu'il a ? Bah, ça nous aide un peu ce truc-là, là. Artiste, entrepreneur, salarié et parent. Pour ma part, salarié carrément, en plus que temps plein. Je dois être à peut-être 50 heures par semaine, un peu plus. On a encore une entreprise qui, même si elle est plus ou moins en stand-by, qui m'a demandé quelques ressources il y a ces dernières semaines. Par an, ça c'est un full-time job. Et artiste, j'essaye de garder ma discipline avec le saxo. Donc je me retrouve un peu dans les quatre cases. Et très honnêtement, sans se perdre, alors là, Sergio a dit c'est difficile. C'est très compliqué, très 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 compliqué. Après, je pense qu'il doit y avoir peut-être un dosage à trouver entre ces quatre casquettes-là pour le rendre réalisable. Ouais, plus fluide. Ouais, il faut savoir doser. Mais moi, la réponse qui me vient immédiatement là, dans ma situation actuelle, c'est non, t'es obligé de sacrifier un peu quelque part. Ou d'arrêter de dormir. Pourquoi je disais sans se perdre ? C'est que, première chose, si tu es perdu, c'est que déjà, tu as un chemin, ce qui est une bonne chose. Donc, est-ce que tu as défini un chemin ? Si oui, est-ce que tu es toujours sur le chemin ? Et si oui encore, est-ce que tu es en mesure de savoir, et c'est ce qu'on essaie de faire avec cette histoire de vision et de pourcentage, est-ce que tu sais où tu en es de ce chemin-là ? Donc, normalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans ces derniers épisodes, on n'est pas complètement perdu, on n'est juste pas proche de la destination, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, c'est vrai que j'ai parlé aussi de ça, de prendre des moments de pause aussi, de pas être tout le temps dans l'action,
le nez dans les affaires, ça permet aussi de se poser cette question du chemin et de où on en est. Donc, est-ce que tu veux répondre toi, Vincent, par rapport à... Bah moi, je me posais la question justement, enfin, c'est des choses qui arrivent régulièrement, c'est quand tu t'es amené à rencontrer des nouvelles personnes, et nous, on le fait régulièrement. Dans les discussions, quand tu rencontres une personne, souvent vient là en première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais. Qui est une question qui est aussi vaste que réductrice, parce que souvent les gens derrière cette question te demandent quelle est ta profession. Ouais. C'est pour ça que nous, dans les entretiens qu'on a avec les invités, finalement la première question c'est qui es-tu ? Exactement. Et plutôt que ce que tu fais, parce que c'est compliqué. Donc moi, c'est vrai qu'à cette question-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah oui, c'est vrai qu'en effet, il y a tout plein de choses qui se bousculent et j'arrive pas à me définir à travers une profession. C'est quoi ta réponse la plus fréquente ? Tu sais, on s'est posé cette question-là très rapidement juste avant de démarrer l'épisode, et en effet, tu me disais à juste titre que ça dépend de la personne, et en effet, je te réponds que complètement. Et ça dépend aussi si j'y ai ciblé un intérêt commercial, dans le sens où je vais voir que finalement, face à telle personne, il peut y avoir une opportunité business, et dans ce cas-là, il est préférable que je me présente de telle ou telle manière. Mais c'est complexe. Alors la plupart du temps, comme c'est pas du tout dans ce cadre-là finalement que je rencontre les gens, ça va plutôt être un cadre assez général. J'explique que je fais pas mal de choses dans la vie. Ouais. Et que en gros je me présente en tant qu'entrepreneur qui intervient dans des domaines assez variés tels que la photographie en dominante, mais aussi l'écriture, le podcast, donc j'essaye de balayer un petit peu ce que je fais, puisque c'est ça la question initiale. Et puis voilà, mais après oui, c'est très difficile de ramener ça à une réponse qui tient en un mot, c'est impossible, et en une phrase, ça l'est tout autant. Moi, je me rends compte que ma réponse la plus fréquente, au-delà de tout ce qu'on s'est dit avant l'émission, c'est ça dépend des jours. Et quand tu dis ça à quelqu'un, tout de suite, soit la personne se sent un peu exaspérée et du coup je m'en fous et je réponds pas. Soit ça attise une sorte de curiosité, et là j'explique en gros qu'il faut un peu de temps pour que j'explique tout ce que je fais vraiment. Donc c'est une sorte de filtre, tu vois, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est une sorte de filtre que j'ai mis en place depuis quelques années maintenant. Où tu dis ça dépend des jours. Ouais, et puis c'est un filtre très juste, parce que comme tu le disais, Félix, t'as des périodes où finalement il y a une dominante qui prend le pas sur quasiment tout le reste, c'est ça. Et donc en effet, clairement ça dépend des jours. Typiquement, tu vois, pourtant ça fait 1 an et demi qu'on est sur les podcasts, mais ça me vient pas à l'esprit de dire je co-anime un podcast. Un podcast, ouais. C'est ouf, mais pareil. Et je me suis fait réflexion ce matin d'ailleurs. Donc, tu vois, c'est pour ça que je disais cette question-là, cette thématique m'intéresse, parce que même de lister effectivement tout ce qu'on fait, on dit artiste, ok, mais artiste, si je devais décortiquer, dedans il y a de la photographie, il y a de la peinture, il y a du dessin, il y a de l'écriture finalement, il y a beaucoup de composantes là-dedans. Et même dans ça, tu vois, les gens qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent, en fonction de quand ils m'ont connu. Donc si tu m'as connu il y a 10 ans, c'est plus du dessin, de la peinture. Si tu me connais depuis moins de 5 ans, tu vas dire c'est le mec qui fait du body painting, quoi. Donc déjà ça... Et puis maintenant, à travers le livre, il y en a qui pensent que tu es que photographe. Moi, j'ai dû, pour certains à qui j'ai présenté le livre, expliquer du coup la démarche, parce que forcément, quand ils le feuillettent, ils ne plongent pas aussi dans le texte au début. Et donc, du coup, ils peuvent penser aussi que c'est uniquement de la photographie. C'est ça. En effet, il faut expliquer que les dessins, ils ont une histoire, un sens. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est tellement long à expliquer qu'en général, tu bottes un peu en touche avec cette petite formule-là, et que si tu sens que les gens ne sont pas forcément intéressés, que c'est une question bidon ou bateau, ça sert à rien que je me fatigue à commencer à expliquer, quoi. De la même façon que pour tout le reste, donc on parlait d'entrepreneurs, déjà le fait que j'ai mis tout ça dans ce que moi j'appelle le studio créatif,
ça permet aussi de ne pas commencer à expliquer tout ce qu'il y a dedans. Ouais, Tu vois. en un mot, C'est bon, studio créatif, tu vois. Maintenant, s'il faut commencer à parler d'expérience utilisateur, de design d'interface, de branding, de photographie, de ça vidéo, arrive machin. si face à toi, tu as justement quelqu'un de déguisé à ça, Voilà, et tu vois. avec qui la conversation va trouver de la valeur C'est ça. dans cette définition. Donc, c'est pour rassurer un peu les gens et la façon dont tu poses des questions, c'est tu mets des étiquettes et puis ensuite, si ça intéresse, on ouvre le tiroir et on regarde les dossiers qu'il y a dedans, quoi. Exact. Mais il y a beaucoup de choses. Et donc, il y avait cette casquette de parent aussi. Et bon, on n'en parle même pas, mais effectivement, comme disait Félix, c'est un job à plein temps. Donc, est-ce que c'est ce que tu fais? Non, c'est ce que tu es. Tu vois. Et il y avait quoi d'autre dans la liste? Je ne me rappelle plus. Salarié. Bon, pour le coup, non, plus maintenant. God bless. Mais je l'ai été. Tu vois, donc, je sais ce que c'est aussi. Donc, oui, c'était un peu pour ça que je voulais qu'on discute de ça. C'est que c'est difficile pour nous, en plus. En fait, moi, quand je parle à quelqu'un, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Donc, ça peut paraître parfois pédant quand tu dis aux gens, ouais, non, mais ce qui m'intéresse, c'est qui tu es, tu vois. Pour les gens, ça veut dire quoi, ça? Et puis, est-ce que tu as besoin de savoir ça, tu vois? Donc, je pense que c'est comme le fameux comment ça va, où tout le monde s'en fout, en fait, que tu ailles bien ou pas, en fait. Ouais. Réponds juste ça va et ça ira, quoi, tu vois. Ça permet de jauger. Ouais. Maintenant, c'est si on reprend la question, est-ce que c'est difficile de faire tout ça sans se perdre? Donc, Moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Sergio, parce C'est que vrai. moi, au début tu as dit, tu as parlé de voix, et en fait, moi, quand j'ai répondu oui sans se perdre, au final, c'est pas vraiment se perdre, c'est plus, j'allais dire se noyer, non, ça va pas jusque-là, mais c'est être submergé par la quantité de choses à faire, plus que perdre ta direction si tu en as une au final, parce que qui t'es, c'est pas forcément dépendant de l'énergie que tu attribues à tel ou tel espace de ta vie, finalement. Donc non, je vais revenir sur ce que j'ai dit, c'est pas forcément se perdre, à condition d'avoir une direction. Ouais, et c'est ça le plus dur, hein. C'est pour ça qu'il faut l'inscrire, cette vision, que ce soit pas juste une idée dans la tête, parce que cette idée, elle a tendance à fluctuer en fonction de ce qui se présente en face de toi, et qu'effectivement, si tu bosses pendant 6 mois sur un livre, tu as l'impression d'être un auteur, et que si derrière, tu commences à avoir des missions sur le studio créa, tu suis de casquette, tu vois, et d'un coup, tu commences à regarder plus tes tableaux de bord, ton CA et compagnie, et qu'effectivement, tu es un peu valdingué dans tout ça, quoi, tu vois. Donc, garder cette vision en tête, c'est compliqué. C'est un peu plus facile quand tu viens la répéter au micro toutes les semaines. Mais sinon, il faut vraiment l'écrire, quoi. de fou. Moi, je te rejoins à 200% là-dedans. Et en fait, pour moi, t'es perdu à partir du moment où t'as pas fait ce truc-là, tu vois. C'est là où vraiment t'es perdu, c'est quand justement tu sais pas quel est le chemin. Une fois que ça s'est installé, tu peux sentir que bon, tu dévies du chemin, mais tu ne seras pas perdu pour autant, tu seras juste un peu ralenti ou tu te seras un peu égaré. Mais cette notion, moi je l'ai vraiment vécu, hein, ce truc-là de tu sais plus où régler ton GPS et quelle est la destination et le début de chemin emprunté, et du coup tu empruntes tous les chemins possibles parce que à chaque fois que tu empruntes un chemin, il est intrinsèquement lié à une valeur que toi tu t'attribues ou que les gens t'attribuent, et finalement tu deviens le produit de ces projections extérieures qui te touchent ou autres, et donc t'empruntes tout plein de voies. Mais en vérité, tant que t'as pas réglé exactement là où tu dois aller, à peu près, en tout cas, le voir, le but, ça devient complexe, quoi. Bon, c'est une belle métaphore, cette histoire de route, là, parce que le mieux pour l'imager, c'est de se dire, j'ai choisi la destination. Et ça m'empêche pas de m'arrêter pour faire de l'essence, m'arrêter pour aller manger mon sandwich triangle tout pourri. C'est exactement ça. Par contre, si tu as plusieurs destinations et que elles sont à l'opposé, tu vois, ça commence à être plus compliqué. Tu vois. Et puis, tu vois, moi, quand on reste dans cette métaphore, t'as différents moyens de voyager en vérité, tu vois. Et moi, j'ai une destination que j'ai faite des dizaines et des dizaines de fois en prenant toujours la même autoroute, tu vois. Et un jour, j'ai décidé de la faire en vélo. Bah, j'ai découvert un autre moyen d'aller là-bas, tu vois. Et ça m'a pris 5 jours, du coup, au lieu de 4 heures.
mais que 4h30, c'est fou d'ailleurs ce qu'on peut faire, la technologie. Mais ouais, quand tu prends 5 jours, forcément, le chemin, il a une autre saveur. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, mais c'est autre chose, tu vois. Non, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est plaisant, justement, d'aller dans ces sentiers un petit peu à côté, et en fait, tu revois la destination d'une autre manière. Et puis ça soulève autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette volonté d'efficacité d'arriver le plus rapidement possible au but. Ouais. Mais, tu vois, et puisque moi je décrivais, c'était plus des arrêts techniques, entre guillemets, tu vois, où tu vas recharger la machine dans cet objectif-là. Ouais. Mais ça t'empêche pas de faire un détour pour aller voir une tente qui est sur le chemin. Exactement. Et il y a des choses comme ça qui sont pas liées au voyage en lui-même, mais qui sont une opportunité de faire une vraie pause. Donc, bon, je vais pas forcément l'expliquer dans toutes les activités qu'on fait, mais en gros, tout ce que tu fais n'est pas obligé d'être corrélé à la réussite de ton projet, quoi. Ouais. De temps en temps, il faut juste kiffer aussi, c'est pas mal. En tout cas, ça fait une passe décisive ultra monumentale pour le deuxième thème, puisque c'est faut-il avoir un plan dans la vie ? Je croirais qu'on a fait exprès. Je te jure. Et derrière, c'est... Alors que c'est juste du talent, en fait. C'est ça. Où peut-on se laisser porter à l'instinct ? Et qu'est-ce que ça change ? Ouais, franchement, GPT, il commence à être vraiment fort parce que la dernière phrase, là, qu'est-ce que ça change ? Elle est magnifique. Il est relou. C'est un truc qu'on a beaucoup répété à nos clients, ça. Ce qui surprenait beaucoup, je sais pas si c'était de notre part ou de la part de gens de notre métier, donc dans l'audiovisuel, on arrivait avec beaucoup de préparation toujours. Ouais, ça surprenait en fait, ça surprenait souvent. Et ce qu'on s'évertuait à leur expliquer, je pense que ça a été, enfin, je sais pas si ça a été pareil pour toi Sergio, mais je suppose, c'est que le fait de tout préparer, ça permet ou en tout cas d'anticiper au maximum, de laisser libre cours à l'imprévu. C'est ça. Sans plan, tu peux pas en dévier en fait. Tu peux pas, t'as aucune garantie de quoi que ce soit. Même avec un plan, t'as aucune garantie, finalement. Non. Mais sans aucun plan, t'es préparé à rien. Et donc finalement, même si tout se déroule pas comme tu l'as prévu, ça se déroule quand même. Donc nous, ça c'était un truc qu'on aimait bien. Et je pense que ça faisait partie des forces qu'on avait, de la valeur ajoutée qu'on proposait, c'était d'arriver armé et préparé à toute éventualité. Mais ce qui nous empêchait pas et ce qui nous permettait même de prendre ces petits chemins de traverse ou de saisir les petits... Je sais plus comment t'appelais ça. T'avais un mot pour dire ça, les trucs, Tu vas le retrouver, je pense. Ouais. Mais voilà. Magie de l'imprévu ou je sais plus, un truc comme ça. Là, ouais, il avait ses petites formules pour les clients. Face aux clients, ça sort plus facilement. Il régalait. Non, mais cette question, elle m'a posé un problème quand je l'ai lu. Elle a créé une dissonance cognitive parce que on a expliqué un petit peu justement tout ce processus par lequel on passe, ce travail qu'on fait sur nous-mêmes et compagnie. Et dans un épisode précédent, justement, j'expliquais que la vie, c'est un chemin de A à Z, les gars. Okay. On préfère. Et que dans tous les cas, ça va se passer comme ça, tu vois. Donc, et finalement, il y a déjà un plan. Et c'est vrai que la plupart du temps, nous, on s'évertue dans la vie à faire nos plans, tout en sachant qu'il y a un plan plus grand qui se déroule. Et du coup, il y a ce truc-là où, en effet, pour moi, le plan, et à juste titre, comme tu le dis, Félix, la préparation te permet de gérer l'imprévu. La préparation te permet d'anticiper certaines choses. Et en même temps, c'est vrai que de façon plus large, il y a quelque chose qui va se dérouler et c'est de l'ordre de l'immuable, tu vois. Et ouais, il est intéressant ce thème. Et c'est pour ça que je dis que le GPT, il commence à être vraiment chaud. Parce que la dernière phrase, c'est « et qu'est-ce que ça change ?» au final, tu vois, de préparer, de tout ça. Donc moi, je pense que dans la partie exécutive, de ce que tu fais, c'est-à-dire une fois que tu as défini plus ou moins cette vision, ou même là, quand tu es dans un projet, je pense que ça dépend des fonctionnements de chacun, mais moi, j'ai été dans un fonctionnement très, très instinctif et je vois qu'en fait, chez moi, parfois, ça suscite du stress et qu'en effet, quand j'arrive un peu préparé, c'est quand même plus confort. Maintenant, je ferme pas la porte à ces magies de l'instant là qui font qu'il faut savoir les saisir, mais c'est vrai que c'est d'autant plus confort de pouvoir les saisir quand t'es pas en train d'improviser chacun de tes mouvements, quoi. Tu vois. Donc pour moi, oui, c'est nécessaire d'avoir un plan et en même temps, c'est nécessaire aussi de parfois l'abandonner ou s'abandonner dans le plan
et ne pas essayer d'être trop contrôle fric. Et ça a été mon problème parce que bizarrement, je fonctionnais beaucoup à l'instinct, mais je voulais avoir le contrôle sur tout. Donc, j'ai même l'impression en disant tout ça que plus tu es préparé, plus tu peux avoir du lâcher-prise derrière. Je crois aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours été très préparé et tu vois, je pense que la notion que les gens ont de contrôle fric, pour moi, c'est la norme en fait, tu vois. Et en gros, le projet, si on parle de projet, bon, déjà, première chose, on reprend. Pour moi, tout ce dont on parle dans la vision, c'est le plan. Donc forcément, dans ma conception, si tu ne l'as pas, bah la vie est un peu chelou. Ouais. Voilà. Donc respect aux gens qui font, on se lève tous les matins sans savoir pourquoi ils sont là. Si ça leur convient, tant mieux. Moi, ça me convient pas. J'ai envie de comprendre un petit peu ce qui se passe autour. Donc pour moi, il faut le plan. Maintenant, si je reprends la question, peut-on se laisser porter à l'instinct de temps en temps? Mais pour moi, le plan est indispensable et c'est ce que vous décrivez assez bien, c'est que il faut avoir ce plan-là. Moi, c'est pour ça que je parlais de ce que les gens voient comme contrôle fric. Pour moi, c'est rien du tout parce que j'ai pas un plan. J'ai un plan et des plans pour les parties du plan qui foirent. Donc j'ai ce truc-là en arborescence où je vois beaucoup de choses et ça vient de ma nature, mais ça vient aussi de ma formation. Où quand tu fais ce qu'on appelle un planning, tu vas déterminer donc toutes les tâches qui sont liées au projet. Donc déjà c'est un boulot ça, de comprendre comment le projet se découpe en tâches et comment comprendre les interactions entre les tâches et les risques qui sont associés à ça. Je renvoie les auditeurs à notre épisode sur les risques. Donc une fois que tu sais ça, tu as la possibilité de pondérer les risques et de comprendre à l'échelle du projet quelle importance finalement chaque tâche a et qu'est-ce que ça peut impliquer. Ça veut dire que déjà dans ta tête, tu es en train de faire des plans pour si telle chose se passe pas de telle façon, comment ça va impacter le projet et surtout comment j'arrive à remettre les choses sur les rails. Si je reprends par rapport à la question d'avant, le fait de dévier de son autoroute et d'aller faire un détour, tu vas peut-être perdre un peu de temps, mais parfois tu en gagnes parce que si tu continues à faire le con, tu tombes en panne d'essence, etc. Ouais. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut anticiper, mais mon expérience du coup, et j'en parlais aussi beaucoup dans ce podcast, c'est de rencontrer des gens sur mon chemin qui fonctionnent pas comme moi et de m'enrichir de leur façon de voir les choses. Et je parlais de Jimmy par exemple qui lui a peut-être un plan en tête mais qui avance vraiment souvent à l'instinct. Et donc le fait de mixer un peu nos deux personnalités, je pense que j'ai déteint sur lui comme il a déteint sur moi. Et je me rends compte qu'effectivement tu deviens vraiment fort quand tu as le plan et tu as aussi la possibilité de réagir assez vite quand le plan ne se passe pas comme prévu, quoi. Ouais. Donc moi je dirais le plan c'est indispensable. Maintenant si je reviens sur la question de l'instinct, j'en parlais aussi, on a parlé de foi et compagnie, il faut aussi faire confiance à... Je ne saurais pas dire d'où ça vient. Est-ce que c'est ton âme qui t'envoie des messages? Est-ce que c'est ton expérience qui voit des patterns et qui réagit par rapport à ça pour t'indiquer un chemin par rapport à un autre? Moi, je sais que ça marche. Comment ça marche, je ne sais pas. Mais je fais vraiment confiance à ça, quoi. Mais c'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est très intéressant. Cette notion d'instinct. Je pense que le plan, en effet... Il y a plein de gens, je pense, qui pensent évoluer sans plan et qui, en vérité, en ont un. Et je pense que tu as des gens qui sont comme ça, qui s'annoncent « moi, je fonctionne qu'à l'instinct ». En vérité, le plan, ils l'ont en tête, sauf qu'il n'est pas formulé sous un tableur Excel avec justement des trucs très codifiés et autres. Mais finalement, ils ont un plan. Et quand je repense à ces parties, justement, beaucoup plus instinctives, c'est dans des domaines où, de façon empirique, tu as emmagasiné tellement d'expériences. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que de toute manière, tu ne peux faire confiance qu'à ton instinct parce que c'est comme ça, en fait. Une fois qu'on t'a expliqué que 1 + 1, c'est 2, à part quand tu pars dans les maths abstraites. Ouais, ou l'informatique même. Voilà. Tu ne te poses plus la question, tu poses plus l'addition, tu n'as pas besoin d'une feuille ou quoi que ce soit. Ça vient comme ça vient. Ouais, c'est gravé. Et
Et je pense qu'en effet, cet instinct, c'est un truc... Ce qui est complexe, c'est que ça se joue sur des notions qui ne sont pas palpables. C'est que de manière empirique, peut-être que tu as accumulé énormément d'informations dans la façon d'analyser le visage des personnes quand tu parles avec eux, avec elles, que tu as vu qu'à tel type de phrase, il y a tel levier émotionnel et compagnie, que dans tel type de situation, quand tu fais, je sais pas, tel ou tel geste, ça produit telle ou telle action. Et en fait, c'est des choses que tu n'as pas forcément inscrites de manière... conscientisé, mais tu as emmagasiné cette expérience-là et ça ressurgit à un autre moment où le pattern il vient se répéter et que tu te dis, le 1 plus 1, ça va finir en 2, donc bon. Typiquement, tu vois, c'est aussi ce que je disais, quand je vois un projet qui va dans le mur en fonction de certains critères qui seraient un peu longs à expliquer finalement, mais c'est quelqu'un qui vient te voir et qui t'explique quelque chose, et dans la façon dont la personne est animée, dans la façon dont la personne organise ses pensées, dans la façon dont elle décrit son plan, tu sais qu'il manque des éléments, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vas dire, ça, c'est un élément critique, et si tu l'as pas, tu n'iras nulle part, en fait. Ouais. Mais ça se fait en un claquement de doigts, finalement. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est pas un truc où tu vas commencer à cocher des cases, c'est que c'est tellement clair dans ton esprit que finalement, tu l'as vu tellement de fois que tu dis, si lui il parle comme ça, c'est qu'il n'a pas fait tel boulot. Et à chaque fois que ça s'est passé comme ça a été tel résultat. Ouais. Tu vois, donc cette capacité finalement d'analyser et de mettre ça en corrélation avec des choses que tu as déjà vues, ça n'a pas besoin de passer par une feuille ou un rapport, tu vois. Et c'est aussi ça l'expérience finalement. Ouais. Ouais. Et inversement, tu vas avoir des profils où tu sens qu'ils ont fait quasiment aucune bonne étape encore de structuration, mais comment la personne te parle, tu sens rapidement que ça aboutira à quelque chose. Tu sais pas si ce sera le truc hors norme, mais tu sais que ça aboutira à quelque chose parce que tu as une sorte de... T'as lu une sorte de volonté qui fait que même peut-être cette partie un petit peu d'innocence va servir la personne. Ça revient à cette histoire d'instinct finalement, tu vois. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que le but, c'est pas de dire il faut faire comme Serge a dit ou sinon ça marchera pas. C'est mort. Non, c'est juste que dans la façon dont la personne s'exprime, tu sens si elle est capable d'aller sur le côté très planifié ou le côté très instinctif. Ouais. Pour moi, les deux peuvent marcher. Et tu vois, quand on dit qu'est-ce que ça change, ça change en fonction de la personne qui porte le projet, en fait. C'est-à-dire que soit il y a des gens qui... moi, je peux arriver et te décrire tout le plan avec la stratégie, l'opérationnel, tout, t'inscris et te dire demain tu fais ci, etc., etc. Il y a des gens qui ça fait peur, ça. Tu vois, de voir une liste de tâches qui s'allonge, en fait. Ouais. Et qui préfèrent se dire, aujourd'hui, je vais faire ça, et en fonction de ça, je vais faire demain, tu vois. Ouais. Ça marche aussi. Mais par contre, je ne vais pas expliquer forcément qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est pas bon, mais en tout cas, de temps en temps, il y a des gens, tu sais que c'est pas préparé, mais que il y a, je sais pas, de la profondeur ou de l'idée ou quelque chose qui fait que oui, une énergie, au moins, des fois. Une énergie. Au moins, il y a un potentiel, tu vois. Puis il y a des choses, tu sais très bien que... Et c'est là où tu te dis que ces gens-là, tu vois, parfois, qui avancent, entre guillemets, sans plan, ils en ont un, tu vois. Oui, et leur plan, c'est peut-être juste leur ambition. Exactement. Et ils se construiront le chemin en cours de route. Et ouais. Mais c'est bien qu'on ait chatouillé cette notion d'instinct, parce que c'est revenu pas mal de fois dans les épisodes sans qu'on le nomme forcément tel quel. Mais c'est quelque chose de très... Enfin, c'est un domaine qui est assez complexe et qui est souvent, tu vois, mis de côté parce que c'est l'un des domaines où quand tu parles à quelqu'un de ça, il met en relation... Enfin, il confronte ta vision à la sienne. Et l'instinct de l'un n'est pas l'instinct de l'autre, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué pour des gens. Moi j'ai eu affaire à ça où justement... dans les deux sens d'ailleurs, dans le sens où mon instinct est très aiguisé sur certaines choses et j'en parle à une personne et en gros on me dit mais là t'es dans un délire, t'es loin dans le délire. Inversement, où des personnes me préviennent ou me disent là moi je sens pas la situation, je dis mais non mais t'es trop froid, t'es trop et derrière
Dis, ah ouais, chapeau, t'avais un sacré instinct, quoi. Et voilà, donc ouais, c'est une notion qui est assez floue et assez... Tu check le timing? Le timing, on est parfait puisqu'on est à 30 minutes, les gars. Ah, ok. Donc là, on a envoyé les deux questions parfaitement. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale? Carrément. Franchement, jour de soleil, moi, je n'ai confiance qu'en Sergio. Jour de soleil. Allez. Il a mis les lunettes en plus. Ouais, on ne voit plus ses yeux. Il est intouchable. Il est injouable. Quand il est comme ça, il est injouable. Ouais. Donc, Sergio, la responsabilité de la saveur de la Non, suite, on sait, mais je sais déjà. Donc, jour de soleil, on est obligé d'aller sur une île ou un truc comme ça. Waouh. Allez, c'est parti. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off your feet. Oh, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. But me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Et oui, il a bien changé Ed Sheeran. Hein. Il a pris un coup de soleil. Oh, punaise. Il est très fort, Ed Sheeran, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est un crack. Incroyable. Bah, c'est bien, ça nous amène à la question suivante. Comment cultiver la discipline sans sacrifier la créativité? Ouh là là. Bon. Elle est dure celle-là. On renvoie déjà à notre épisode sur la créativité qu'on a bastonné. Dans cet épisode, ce qui a marqué un petit peu la discussion, c'est que la créativité naît de la contrainte. Ou en tout cas, la créativité est poussée dans la contrainte. Donc, si on considère la discipline comme une forme de contrainte, est-ce le cas déjà? C'est une réponse à la contrainte, peut-être. Plus qu'une contrainte. Moi, je vais encore en parler comme une composante très forte de ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai identifié comme un vrai moteur pour me faire avancer. Mm-hmm. Et donc, pour tout ce qui compte pour moi, j'essaie d'y mettre de la discipline. Je fais la distinction entre discipline et motivation, parce que la motivation fluctue. Et la discipline permet justement, en utilisant la motivation du début, à installer quelque chose de durable. Mm-hmm. Et pour moi, tout ce qui est constant, consistant et durable permet de faire prendre corps à des choses qui sont pour l'instant intangibles et qui deviendront tangibles une fois que tu as répété les actions. Mmh. Donc j'ai plutôt tendance à dire que je mets ma discipline au service de ma créativité et que ça me permet justement de faire exister plein de choses qui existent que dans mon esprit. Mmh. Donc est-ce que ça là, je relis la question parce que c'est important. Comment cultiver sans sacrifier la créativité? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que la créativité, elle est là, mais que finalement, elle ne reste que dans ma tête si j'ai pas la discipline de réaliser les choses que j'ai dans ma tête. Tu vois. Donc c'est plutôt que la discipline, que la créativité peut être sacrifiée par manque de discipline. Exactement. Mmh. Et je pense que y a beaucoup de talents qui restent un peu sur le quai parce que ça manque un peu de discipline. Ouais. Et il me semble qu'on avait donné 2 définitions de la créativité. On était arrivé en tout cas à deux définitions où on les avait données. Une qui était très
j'ai peur de mal le dire, mais en gros, ce qui relève du génie ou du talent inné ou quelque chose comme ça, il y avait un truc comme ça, et quelque chose qui répondait à la réponse au problème. Au problème de manière à un problème nouveau. Voilà, un problème, exactement. Merci. La C'était capacité à résoudre un Donc problème. si tu prends nouveau. que la première partie de cette définition, la question a un sens. La question d'opposer discipline et créativité a un sens. Par contre, si tu es dans la résolution de problèmes nouveaux, en fait, tu deviens bon là-dedans, finalement, qu'avec la répétition et l'expérience. Donc, il peut pas y avoir de... Pour moi, c'est pas du tout... Surtout moi, au vu de la définition de la créativité que je m'attribue, tu vois, ce en quoi je suis créatif, je vais dire comme ça, c'est dur ce matin. Il n'y a pas du tout d'opposition entre créativité et discipline. Si je pense, pour le coup, à l'art, c'est mon prof de saxo qui me dit ça souvent. Il me dit, et on en a parlé, il me semble, dans un des derniers épisodes avec toi, Vincent, où le fait de faire ces gammes, de répéter, de travailler, c'est des choses qui te permettent d'être à l'aise dans la base et qui permettent après de t'exprimer plus librement et d'être capable justement d'improviser avec ce que tu as déjà acquis. Donc non, pour moi, il y a zéro opposition entre la discipline. Pour moi non plus. On revient sur cette notion d'instinct finalement. Ouais, mais si tu considères la créativité comme un éclair de génie de temps en temps, effectivement, tu n'as pas besoin de discipline. Si tu considères la créativité comme la capacité de résoudre un problème nouveau, quel qu'il soit quand il se présente, ça veut dire qu'il faut être prêt. Ouais. Tu vois. Et si pour être prêt, il faut en voir des problèmes. Il faut travailler. Ouais. Tu vois. Et de la même façon, donc là, on est sur le côté, si on met ça un peu plus entrepreneurial ou boulot, mais si on met ça sur la créativité pure, qui est de créer des choses, que ce soit jouer du sax, faire de la photo, etc., je dirais c'est un peu la même chose, quoi. Tu vois. Si c'est pour faire une toile tous les 6 mois, pourquoi pas, mais si tu veux être peintre ou photographe ou je sais pas, tu vois, que tu veux exceller là-dedans, je vois pas comment tu peux faire sans discipline, quoi. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous, les gars. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais faire un peu avocat du diable. On aime ça ici. Comme ça, on vient. Comme ça, on peut te chicoter un peu. On vient se contredire. Tu vois, lui. Tu vois, 40 minutes, une bagarre. T'as vu, il essaie d'installer un jeu. Il avait tenu 40 minutes, il faut quand même le saluer. Ah, c'est ça. C'est ma discipline à moi. J'arrête de le regarder, je rentre pas dans son jeu. Mais de toute façon, tu peux pas voir mes yeux. Donc. Il a mis ses lunettes, tu ne vois plus ses yeux. C'est un exercice où on vient penser contre nous-mêmes. Allez. Voilà. Dans cet exercice où on vient penser contre nous-mêmes, j'essaye de raccrocher ça à d'autres épisodes qu'on a fait. Ouais. Et notamment, justement, c'est quand tu as dit des éclairs de génie, tu vois. Je prends donc la discipline telle qu'on la conçoit. Donc, c'est le fait de peut-être justement de se timer, d'avoir une rigueur. Donc, du coup, une récurrence dans l'exécution de ce qu'on va faire. On avait ce débat notamment dans le sur-régime, en gros, où on est face à ce qu'on installe un peu au jour le jour, face à des moments où on est pleine bourre et on va être à 100%, voire 200% sur une courte période, quand les autres périodes, on va être peut-être un peu en dessous. Ouais. Du coup, comment pour donc justement dans un processus créatif qui serait un petit peu de l'ordre de ces phases-là de sur-régime, de génie, ça s'exprime comme ça vient et compagnie. Comment on peut réinstaller de la créativité dans un moment qui ne serait pas le moment? Alors, puisqu'ici il s'agit de talent et que on a bien commencé l'épisode avec des métaphores, etc., la discipline, ça serait donc de prendre ce chemin-là et de rouler à une certaine vitesse, etc. Ça n'empêche que, comme je disais, tu peux faire des pauses pour aller remettre de l'essence, pour aller manger ton sandwich triangle, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps en sur-régime. Ça veut dire qu'il faut la marche à suivre, il faut la vision, il faut la marche à suivre pour pouvoir arriver à destination. Maintenant, si je reviens sur ce que tu disais, c'est pas une question de... Tu vois, quand on dit discipline, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que tu fais tout le temps, tous les jours. Ça revient à ce que je viens de dire, mais en gros, tu as un objectif que tu as défini et tu te mets en marche pour pouvoir l'atteindre.
Je renvoie aussi à un épisode où on a discuté de ça avec Julien, Mm. où il a ce truc où il est souvent sur régime. Et donc, dans la conversation qu'on avait, et il disait, lui, il a besoin de ne rien faire pour démarrer sa journée. Il a besoin du moment où, quand il a pris le brief, il faut qu'il y ait 2 heures, 3 heures, où il laisse son cerveau... Vaquer. Voilà. Donc, la discipline, ça ne veut pas dire être dans l'action. Merci. Ça veut dire, si pour toi, tu as compris qu'il fallait que tu ailles faire, je sais pas, 4 musées pour activer cette créativité, Mhm. bah tu le fais. Mhm. Si pour toi, il faut que tu sois assis sur un transat au soleil, Mhm. tu le fais. Merci infiniment. Donc, c'est pas que l'action. En fait, je suis trop content parce que la discipline, c'est-à-dire que quand on projette ce mot-là, instinctivement, il y a encore cette notion de Labeur. souffrance, Ouais, labeur. Dureté, rigueur. Exactement. Enfin, rigueur, oui. Mais quelque chose de très froid. Ouais. T'as vu? Moi, je vois de la discipline dans Richard qui prend son hamac, tu vois. Ouais. Exactement. Et c'est quelque chose que lui s'impose, c'est-à-dire que je pars pas dans un endroit sans mon hamac et je ne pars pas sans m'accorder ce temps-là dans le hamac. Ouais. Et ça, c'est une discipline de ouf. Exactement. Et pour moi, la réponse vraiment à cette question-là, là, c'est ma réponse à moi, comment cultiver la discipline sans sacrifier la créativité, pour moi, ça passe par la modération. Et parce que instinctivement, j'ai toujours ce truc-là de la discipline, c'est quelque chose de froid, de méthodique qui ne me correspond pas. Et c'est moi-même qui me suis nourri dans cette définition de je suis pas quelqu'un de discipliné. Or, c'est faux. Il y a des tas de domaines dans lesquels je suis discipliné, sauf que ces domaines-là, eh ben, on va pas mettre ce mot-là, discipline, sur ce que je fais. Et je le vois dans des choses qui, pour moi, sont vitales. Et en effet, la créativité, pour moi, c'est quelque chose de vital. Et quand je ne crée pas, voilà, je ne peux pas être bien et épanoui. Maintenant, ma discipline, c'est des fois de dire, ta créativité, là, elle ne peut être nourrie que par les expériences que tu vas faire. Donc, force-toi à aller faire ces expériences. Force-toi à sortir, force-toi à aller marcher, force-toi à aller dans un musée, faire une expo, même si instinctivement, c'est pas là où tu caserais la discipline. Tu te dirais plutôt, allez, bloque-toi sur ton Airtable, calcule tes marges, fais ta rentabilité, prends le temps de bien checker ta compta et compagnie. Mais ça, au final, je finis par le faire. Voilà. Donc, ma discipline obligatoire fait que le calendrier fait que tu finis par le faire. Par contre, cette créativité qui est plus liée à cette discipline qui est plus liée justement à ces choses qui ne rentrent pas d'habitude dans le cadre de discipline, elles sont beaucoup plus difficiles des fois à mettre en place. Et pour moi, c'est ça le mot d'ordre. Du coup, c'est la modération. C'est modère justement ce que tu as l'impression d'être discipliné quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans le labeur, quand tu es dans la régularité. Et moi, j'ai ce travers-là d'être à fond dedans, justement, sur ces périodes-là qui amènent au sur-régime. Et donc, installe plutôt une discipline où, chaque jour, techniquement, on l'a dit, hein, le sport, c'est un truc qui te fait du bien. C'est un truc il n'y a aucune valeur négative dans le sport. C'est impossible. Donc, intègre-le au quotidien. Peu importe. Maintenant, comme moi, ma définition du sport, c'est tu prends un vélo et tu fais 120 km, sinon tu n'as pas fait de vélo. Si tu fais pas un programme de renforcement qui ressemble à quelque chose dans lequel, dans certains groupes, tu vas pas avoir un logo apparaître, tu le fais pas. C'est quoi ce genre de groupe, franchement? Mais qui sont ces gens? Non, mais tu vois, pour moi, c'est faire du sport. Or, en effet, ça c'est Félix qui m'avait dit ça il y a longtemps, tu sais, tu sors, tu marches, tu t'es déjà mis en mouvement. Ouais. Il suffit de faire 30 minutes d'activité par jour. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est pour moi ça là, donc le comment cultiver la discipline sans sacrifier la créativité. Ma réponse à ça, pour moi, c'est la modération. Ouais. Je comprends ta réponse. Moi, je dirais plutôt, tout dépend de comment tu comprends ton processus créatif. C'est-à-dire que moi, je sais que le mien a besoin d'une sorte de discipline militaire, parce que le reste, en fait, c'est, comment dire, ça serait con de dire j'ai trop de créativité, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'ai tellement de choses à faire et qui me tiennent à cœur que, tu vois, je suis obligé de tout noter même, parce que c'est des choses qui souvent demandent du temps. Par exemple,
noté plein d'idées de toiles que je dois faire. Et j'ai une liste depuis 10 ans que j'ai pas terminée parce qu'à chaque fois, tu te lances dans 1 mois, 2 mois, parfois 1 an pour faire une toile, quoi. Donc, c'est des choses que tu notes et tu es obligé d'avoir une sorte de discipline comme ça, de dire, bah tiens, je m'y mets, il faut que je peigne aujourd'hui, tu vois. Et quand tu commences, c'est un peu comme le sport. Quand tu commences, tu te dis, mais espèce de con, pourquoi t'as pas fait ça hier? Et pourquoi tu ferais pas ça demain? Ça fait trop de bien, tu vois. Donc, il faut de temps en temps déclencher ce truc-là et se mettre à l'action. Mais au-delà de l'action, je parle même pas d'action. C'est de comprendre c'est quoi ton processus créatif. C'est ça. Et si ton processus créatif nécessite que tu prennes 2 mois de vacances quelque part pour activer certaines choses, ben fais-le en fait. Juste fais ce qui fait que tu arrives à concrétiser tout ce que tu as en tête. Ouais. Parce que pour moi, une créativité qui n'est pas réalisée, c'est de la frustration. De malade. Donc, Et c'est pour ça que moi, je te rejoins à fond sur cette notion, justement, de la créativité peut être sacrifiée par manque de discipline. C'est ça. Je suis à 100% d'accord. Parce que même, je le vois, hein, si tu développes, je vais prendre mon cas, tu développes des séries de photographies, là. Si à un moment, tu n'as pas la discipline de justement te poser, dire où j'en suis dans ce processus-là, te poser, l'écrire aussi et te dire, bon, bah, ce qui me reste à développer, il y a des axes à développer. Et ça, là, on est plus dans le côté méthodique et froid, entre guillemets, que j'appelle de la discipline. Mais si tu ne l'as pas, ta série, elle mènera nulle part. Elle ne sera pas exposée, elle ne sera pas visible. Si tu n'as pas un calendrier à un moment de ce que tu dois faire c'est impossible. C'est pour ça qu'on crée aussi ces engagements avec ces dates, parce que ça reste le moment où ça naît. Donc oui, à un moment, il faut aussi cette discipline un peu moins dans le hamac, en effet. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. Après, Sauf si tu es accompagné de quelqu'un qui a la discipline et qui a décidé de te financer, de t'accompagner. Oh, oui, c'est évident que... mais t'es obligé de l'appliquer au final. Ouais, tu l'appliques. Bienvenue. Non, tu l'appliques. Mais en fait, tu vois, dans ta réponse, il y a un truc qui résonne, c'est que quand tu fais ça pour que justement ça sorte, que ça existe, forcément, il y a un moment où il faudra activer des choses. Tu vois, maintenant, si quelqu'un se dit ou se sent créatif en faisant une œuvre en macramé tous les 2 ans, tu vois, je veux pas aller à l'encontre de ça. Moi, je parle d'une créativité exacerbée qui a besoin d'exister. Et là, celui qui a une solution où tu ne fais rien, c'est-à-dire tu n'actives rien, que ce soit, comme je disais, dans des moments de détente ou des moments d'introspection ou autres pour pouvoir faire ça, ou des moments d'action, celui qui a cette solution qui vienne me voir, parce que je veux bien aussi, tu vois. C'est sa méthode. De ouf. Mais moi, j'en ai pas vu. Et en général, je vois que des gens frustrés. Ah ouais, mon truc, il est pas sorti, mon style, mon ça. Ouais. Bah, à un moment donné, il faut juste se donner les moyens. Et encore une fois, les moyens, c'est pas juste de faire pour faire ou de faire des to-do list à la con. C'est d'activer ce qui nourrit ta créativité. Ouais. C'est tout. On est parfait dans le timing. On est bon. C'est incroyable. C'est incroyable. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Je te jure. Ouais, on peut pas... Perfecto. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, il nous en reste un petit dernier sur la liste. Celui-là, peut-être qu'il débordera, je ne sais pas, les gars. En tout cas, moi, c'est un mot qui revient beaucoup, justement, dans mon processus créatif. Donc, la place du doute dans le parcours entrepreneurial. Je dirais qu'elle est primordiale. Si on reparle du plan, plus tu as exécuté de plan, plus tu disais Félix, plus tu sais que il n'y a aucun plan qui se déroule comme prévu, à 100%. Sans accroc. Donc, une fois que tu sais ça, tu sais que forcément, il y a une part de doute qui est tout le temps présente. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut avoir de l'assurance, il faut avoir de la confiance en soi, mais il faut s'autoriser justement cette part de doute-là pour accueillir justement ce qui va arriver. Et qui n'est pas prévu et qu'il va falloir gérer. Donc, premièrement, ça te permet de gérer l'imprévu. Et deuxièmement, moi, ce que je trouve qui est aussi important, c'est que ça te permet aussi de revisiter cette vision-là et de te dire, ok, bon, je pense que je sais où je vais. J'étais sûr que le chemin, c'était par l'autoroute. Mais je m'autorise, ce que tu décrivais tout à l'heure, à imaginer une autre voie où je prends un peu plus mon temps, où je prends le vélo, je m'arrête, je compte les oiseaux et compagnie, quoi, tu vois. C'est ça.
Et ça m'amène à un truc dont je t'ai parlé hier. Ça fait quelques semaines déjà où, tu vois, j'étais dans l'action, la discipline. J'ai prévu ça, donc je sors ça, etc. Et puis je commençais à m'interroger, mais j'ai prévu, en fait, j'ai prévu une suite d'opérations. Mais est-ce que ça correspond à ma stratégie? Donc je me pose, je réfléchis un peu, et puis je me dis déjà la première chose, arrête de faire pour faire, quoi. Arrête l'agitation. Arrête l'agitation, arrête les opérations, les coups, les machins, et réfléchis un peu plus globalement. Et si je ramène aussi à ce dont on a parlé la semaine dernière sur le fait de se sentir seul. Tu vois, comment je confronte ça avec vous, par exemple, je vous en parle, mais en même temps, je sais que je dégage une certaine assurance dans mon plan, parce qu'il est basé sur la foi, l'instinct, mais ça ne veut pas dire qu'il est complet. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il est définitif non plus. Et que je m'autorise justement à douter de ce plan-là de temps en temps. Et qu'est-ce que je fais? Je me pose à 00h30 face à mon meilleur ami du moment, ChatGPT, et je commence à questionner mon plan. Donc, et je te disais ça, Vincent, ça fait quelques jours que je vois passer des messages, toujours de Sam Altman, qui dit qu'ils sont en train de faire des mises à jour dessus parce qu'ils trouvent que l'IA est devenue un peu trop complaisante. Et qu'en gros, tout ce que tu fais, c'est génial, t'es un mec formidable, etc., etc. Et donc, je suis en conversation avec ChatGPT. À un moment, j'arrête tout et je dis ok, c'est cool, mais j'aimerais bien que maintenant, tu sois sans concession et que tu m'envoies la réalité dans la face, quoi. Et je peux te dire que la place du doute, elle a augmenté d'un coup. Parce qu'il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis de longues années. Et il a mis le doigt sur des choses que je sais qui sont complètement améliorées dans la façon dont je gère. Et j'en avais parlé justement de comment appeler à l'aide, comment déléguer, enfin des sujets qu'on a revus ici plein de fois. Et d'un coup, je dis ok, il y a une sorte de... C'est flippant parce que moi, j'aurais aimé que ce soit un être humain qui ait cette conversation avec moi. Et en même temps, c'est tellement froid et distant que là, tu vas te bagarrer contre qui, là, concrètement? Non. Tu fermes ta gueule, tu prends ce qu'on t'a dit et tu y réfléchis. En tout cas, tu autorises ce doute à t'habiter et ça te permet de valider un peu ce temps de pause que tu as pris, quoi, tu vois. Très instructif. Ce que je te disais, c'est que c'est marrant du coup, puisque ChatGPT maintenant peut faire figure d'autorité, dans le sens où tu vas lui accorder le crédit pour pouvoir justement te remettre en question, tu vois. Chose qui, dans le cas de Serge, peut être difficile, de croiser quelqu'un qui aurait l'argument d'autorité et le crédit pour te faire justement re-questionner ta vision, tu vois. Et là, en effet, pour voir les réponses, les chapitres, j'ai lu gros, aussi. les chapitres qu'il te met, c'est clair que venant d'une IA, c'est quand même bien cool de pouvoir avoir un travail contre soi-même. Surtout que c'était argumenté, c'était précis, c'était très très raisonnable, tu vois. Ce que tu viens de dire, Vincent, c'est ça en fait. C'est le travail contre soi-même. Tu vois, et quand je suis contre quelqu'un, finalement, j'ai tendance à faire abandonner les gens. Parce que ce que j'aimerais, au fond de moi, et c'est ce genre de conversation, je les ai de temps en temps avec Antoine. Le oui, mais. Oui, mais. Et puis, il me répond oui, mais. Et je lui réponds oui, mais. Et puis, ça peut durer 3 heures. Tu vois. Et il était têtu, Antoine. Il était têtu. Et giga têtu. Et à la fin... Mais c'est un bon têtu. Hein. Moi, j'aime beaucoup les conversations. Mais j'adore. Et à la fin, tu vois... Parfois, on n'a pas bougé d'un iota, mais en fait, si, on s'est rapprochés l'un de l'autre, tu vois. C'est clair et net. Donc oui, je sais que dans cette forme-là, il y a peu de gens qui arrivent à avoir ce type de conversation avec moi. Et là, du coup, on parle d'IA, mais c'est une IA qui est nourrie par ce que je lui ai dit aussi, tu vois. Et donc, forcément, là, t'es en train de... J'ai l'impression que t'es comme Iron Man versus Ultron, tu vois. C'est toi qui l'as créé, ça vient de ton Jarvis et compagnie, mais lui, il s'est augmenté et puis il vient te contrer sur des choses qui sont pleinement toi. Ouais, c'est déroutant quand même. Ah, de fou. Félix? Le doute. Frérot, toi, tu l'as déjà dit dans un épisode, le doute et le parcours entrepreneurial. Tu m'as appelé le doute pendant longtemps. Félix le doute. Félix le doute. C'est comme ça que je l'appelais. C'était son petit pseudo. Le doute. Il y en a qui disaient Félix le chat, moi je disais Félix le doute. Félix le doute, parce que j'ai toujours beaucoup douté de tout et surtout de tout le monde.
en fait. De tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, de pas mal de gens. Ouais, allez, t'as une poignée de 10 personnes dont tu doutes plus. Ah non, il y a des gens que tu doutes plus, mais parce que c'est pour les mauvaises raisons. On va pas aller là-bas, frérot. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Merci, mais tu sais que cette phrase, elle est réelle. Bref, donc moi, le doute en dehors du parcours entrepreneurial, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de... Après, faut pas confondre le doute et la méfiance. Moi, je suis quelqu'un de méfiant aussi. Ouais. Tu m'appelais le doute, mais t'aurais dû m'appeler la méfiance, en vrai. Ouais, c'est vrai. Et ouais, dans le parcours entrepreneurial, je pense que Non, c'est la chose... non. Non, non. Je t'interromps. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand ça arrive, que je dis Félix le doute, c'est parce que tu soulèves une interrogation. Et c'est pas forcément une méfiance affichée dans le sens où tu as déjà la réponse à ta question. Et réellement, Ouais, c'est vrai. quand tu les poses ces questions-là, tu es encore... Après, la méfiance vient s'installer, mais au moment où tu poses la question, tu es vraiment dans le doute. Ouais. Voilà, je te nuance. Non, t'as raison. T'as bien fait. Et ouais, non, moi, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de façon générale. Et je pense que c'est ce qui te permet déjà de faire... surtout quand t'es quelqu'un qui a un gros ego, garder cette part de doute, ou en tout cas chercher à l'alimenter tout le temps, c'est quelque chose qui te permet de pas avoir d'œillère quand t'avances, tu vois, et de rester à l'écoute, soit des signes, peu importe comment tu l'appelles, soit de ce que peuvent te dire tes proches ou de ce que peut te dire le destin, tu vois. Et c'est quelque chose que je pense ultra nécessaire pour rester sur une voie qui est saine et qui est en phase avec la réalité, tu vois. Parce que Sergio, t'en as parlé un peu au début, tu disais que, je sais plus comment t'as dit ça, je me perds, mais tu parlais du fait que... Oh, ça y est, je me suis perdu. Je vais revenir. J'ai des phases de... Pas de problème. Tranquille. Ouais. En tout cas, moi, le doute, je vais l'appeler mon meilleur ennemi. C'est vraiment ce truc-là. Pendant des années, quand je dis que c'est omniprésent dans mon œuvre même, c'est que quand j'ai ressorti des cahiers d'enfance, enfin pas d'enfance, mais de adolescence, jeune adulte, où j'avais justement, j'étais à fond dans le rap, où j'écrivais. Si on se mettait à surligner les mots, le mot doute, il revenait énormément. Quand je me suis remis à écrire aussi, pareil, il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai toujours eu cette notion-là, justement, de doute. Et je l'ai vu un peu comme un... Enfin, je voyais comment je le traitais dans mes écrits. C'était vraiment comme un adversaire, comme quelque chose qui me desservait. Et au final, je dis vraiment que c'est mon meilleur ennemi pour les raisons que tu viens de dire. En fait, c'est de... confronter son ego à quelque chose qui te permet de penser contre toi-même. Donc ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est mon meilleur ennemi, parce que je pense que j'aurais pu finir pas têtu, mais vraiment... Ouais, parce que ça, c'est foutu. Excuse-moi de te couper, ça, c'est foutu, ça. C'est vrai que je suis têtu. Ouais. Je te l'accorde. Mais de moins en moins. Non, j'aurais pu finir dans l'obscurantisme, tu vois. Ouais. J'aurais pu finir vraiment dans... Il y a une voie, une ligne, et finalement dans une forme de radicalisme, quel qu'il soit. À ne pas accepter la divergence, ne pas accepter... ouais, voilà, c'est ça, l'altérité, quoi. Que ce soit chez les gens ou dans les processus ou les trucs comme ça. Et le fait de douter finalement de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais être à certains moments... d'être en questionnement permanent, finalement, ça m'a maintenu dans un truc de j'ai qu'une certitude, c'est que je n'en ai aucune. Pas totalement vrai pour ma part, mais en tout cas, vraiment de penser contre moi-même, de m'asseoir contre moi, d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est pour ça que je dis c'est mon meilleur ennemi, parce que je l'ai vu comme un ennemi pendant toute ma vie. Finalement, je vois à quoi ça m'a servi, finalement. Donc c'est sûr que c'est plus difficile quand tu es dans des grandes périodes de doute où tu remets tout en question. Et en vérité, quand tu prends du recul et que tu réanalyses ces périodes, tu te rends compte que c'est des points de pivot, des points de bascule où derrière, tu as pris des décisions qui ont enclenché certaines choses, tu vois. Ouais, le doute, c'est ce qui te permet d'évoluer, au fond, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, tous les mots qui reviennent là. Tout à l'heure, tu parlais dans la discipline de modération. Félix, tu as parlé d'ego. Et pour moi, c'est ça, le doute permet de modérer ton ego et le maintenir
dans le cadre qui rend l'ego utile. Exactement. Et que justement ça ne te dépasse pas et que tu commences à prendre de mauvaises décisions juste parce que tu as un ego, pour le coup, surdimensionné. Ouais. Bah, c'est de garder une bonne proportion, tu vois. C'est ça. Et comment dire ça, moi, ce doute-là, il est indispensable parce que, comme tu disais, ça te permet d'avancer, ça te permet de rester dans le cadre, comme je disais, d'un ego qui ne te dépasse pas. Tu vois. Et ça permet surtout, c'est un peu plus dur le matin, c'est vrai. Ça permet surtout de quand tu fais des choix, d'être sûr de ce que tu fais. Et je reviens sur ce que tu disais quand on dit on est têtu. Moi, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que j'accueille le doute et que quand je viens voir et que je dis je suis sûr, c'est que j'ai déjà confronté ces doutes-là. Ouais. Tu vois. Et c'est pas que je suis sûr de savoir, c'est que je suis sûr que j'ai éprouvé ça parce que j'ai déjà accueilli le doute. C'est pas en science infuse. Voilà. C'est en... Donc, quand je dis il faut me convaincre, vient instiller un doute dans cette certitude que j'ai acquise. Je ne l'ai pas acquise parce que je me suis levé avec ça. C'est que j'ai déjà accueilli le doute et j'ai déjà testé ce dont je suis en train de parler. Donc souvent, les gens sont un peu désarçonnés parce que tu ne lâches pas l'affaire, entre guillemets. Non, c'est pas que je lâche pas l'affaire, c'est que j'ai déjà fait le boulot du doute avant, que je l'ai déjà accueilli. Moi, ça ne me dérange pas. Je vis avec. Donc, le doute te permet d'avoir des certitudes. Ouais. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Elle est belle cette phrase. Ah ouais, elle est belle. Le doute te permet d'avoir des certitudes. Ouais. Oh, les gars, c'est bien. Hein. C'est bien. C'est plus dur le matin. Waouh. Non, mais vous verrez quand vous le réécouterez, les gars. Non, c'est pas mal, je pense. Vision, on a été très chirurgical. Chirurgicaux, frérot. Ouais, c'est Non, le non. matin, mais tranquille. Il a dit en. Bon. Waouh. Il a dit Oh, le contre indéfini. contre Uno. T'as raison. On est bon, les gars. Non singulier. Excusez-moi, je fais mon mea culpa. Putain, je suis bien content qu'on ait un Bernard Pivot dans l'équipe. Ah, ouais. Je me serais fait tirer dessus, j'aurais douté. Félix le doute. Non, c'est très propre, c'est très propre. Bon, c'est des épisodes un peu plus condensés. On est en 1er mai, les gars, on est en février. Ouais, là, si on nous réclame des épisodes On de est en 3 jour heures aujourd'hui. férié. Puis déjà, on peut rien nous réclamer. Exactement. On doit rien à Là, il fait personne. beau, derrière, il y a un barbecue qui Ouais. attend tout le monde. En fait, c'est pour ça qu'on a timé, c'était pour courir au barbecue. Non, c'est en fait. important, Ouais, c'est faut important. le dire. Et Voilà. modération, on a été dans la modération. On a été dans la On a modération. fourni un épisode dans la discipline, de sorte à ce qu'il y en ait un par semaine, et on l'a fait avec modération. Et je trouve que c'est bien plaisant. Comme quoi la discipline, ça peut Ouais. être du mauvais, hein. Pour la créativité, ça peut aider. Ça tue. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur notre depuis la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. Rejoignez-nous sur Instagram, l'aventure continue sur Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des DM, des messages. Maintenant, il y a les avis sur Spotify et ça fonctionne plutôt bien, mais on n'en voit pas trop apparaître. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des avis. Posez-nous aussi des questions pour les prochains épisodes comme ça, un petit peu où on vient se poser nous-mêmes des questions, on vient installer le doute ou alors affirmer nos certitudes. N'hésitez pas à intervenir, ça se veut interactif cette expérience. Et donc voilà. N'hésitez pas aussi si vous connaissez des profils invités ou autres à nous les envoyer en DM avec leur profil. Ça peut être toujours intéressant de de rencontrer des gens qu'on ne connaît absolument pas et venir faire cet exercice d'entretien ici derrière le micro du Monday Meeting. On va se laisser en musique. Et Je crois que j'ai vu un... Ouais, il y a un petit trafic là qui J'ai vu peut s'organiser. un post-it de 2025 passer d'une C'est main ça. à l'autre dans la classe. Donc on va se laisser en musique tranquillement. Tranquillement, Sur quoi on se laisse. oui. Un petit ticket. Je sais pas si je l'ai pas déjà mis. Ah, ça, j'apprécie fortement. Frérot, Allez, envie, non, célébrité. J'apprécie fortement ce qui vient de se Allez, passer. envie, non, célébrité. Nous allons sûrement amener à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. On est capable qu'à défiler à la base, ça partit dans Paris. Nous t'es qu'à voir nous tous les soirs en bagazaï. Y'en des beaux si bouge qu'à parler de l'avenir. À l'époque, moi, c'était la rue, pas tout le temps pour tout ça débat. À l'heure, t'es 20 fois pour écouter les bails. T'es ni en temps pour babiller et régler ça, si cabane. Mikasa capant, dit fait comme moi, et taille, nous café, yon. Mamzelle, ben, moi, qu'on jamaïcaine, toute l'ennui, tant qu'à baillade. Pas ni question de politesse, sans qu'à baille doulé en bas. Si c'est si plage ou bien à de haut, là. Il joue pas les mains des feuilles avec opinaï. Mamzelle, 40, moi, fou, fan sorti là. Chaque
ton bilan, donc en bas tu compis, ouais. Alors puis roulez, en pas ni love. À 2 jours en manigance. En l'amour, en pas ni chance. Allez, c'est ça, c'est pas grave. À pas ni love. À 2 jours en manigance. En l'amour, en pas ni chance. Allez, c'est ça, c'est pas grave.